Le billet d'$1 était encore chaud dans la poche de Boone Carter lorsqu'il réalisa ce qu'il venait de faire. Depuis 37 ans, il n'avait jamais fait un échange qui défiait toutes les règles de survie du territoire. Tout homme ici connaissait la première loi. Ne jamais abandonner son cheval. Ni pour de l'or, ni pour de l'eau, ni pour rien au monde. Mais il se tenait là, regardant son unique cheval disparaître dans la poussière avec une jeune fille apache blessée s'accrochant à son dos. Le même cheval qui devait le conduire en ville le lendemain pour le vendre contre un billet de train pour l'Est. Le même cheval qui représentait sa dernière chance d'échapper à son ranch en faillite. Parti pour un seul dollar froissé et pour des raisons qui n'avaient de sens pour personne, y compris pour lui-même. La jeune fille était mourante quand il l'avait trouvée. Le sang suintait à travers un bandage de fortune autour de sa jambe, son visage pâle de douleur et d'épuisement. N'importe quel homme décent l'aurait aidé à atteindre un médecin. Mais n'importe quel homme rationnel l'aurait emmené lui-même en ville, sans donner son seul moyen de transport. Alors pourquoi l'avait-il fait? Était-ce la gratitude désespérée dans ses yeux lorsqu'elle avait pressé ce dollar dans sa paume? Était-ce la façon dont elle avait murmuré merci dans un anglais approximatif, sa voix portant le poids de quelqu'un qui avait perdu tout espoir? Ou était-ce simplement qu'il avait reconnu le regard de quelqu'un qui se bat pour sa survie? Le même regard qu'il voyait dans son propre miroir chaque matin en comptant les jours avant que la banque ne saisisse sa terre. Maintenant, face aux 20 miles de marche pour rentrer chez lui avec rien d'autre qu'$1 pour la chose la plus précieuse qu'il possédait, Boone se demanda si le désespoir l'avait finalement rendu fou. Il n'avait aucun moyen de savoir que la jeune fille qu'il avait sauvée était la fille du chef Takakota. Aucun moyen de savoir que la nouvelle de son sacrifice atteindrait le conseil tribal avant le coucher du soleil. Aucun moyen de savoir que ce qui semblait être la décision la plus stupide de sa vie se révélerait être la plus intelligente. Mais dès le lendemain matin, il découvrirait que certains échanges valent bien plus que ceux qui changent de main, et que certaines dettes sont remboursées de manière qui transforme tout. L'échange. Tout avait commencé 3 heures plus tôt, alors que Boone parcourait le vieux sentier du canyon pour vérifier ses sources d'eau. La sécheresse avait été impitoyable cette saison, et chaque ruisseau sur sa propriété s'était transformé en terre craquelée. Son bétail mourait, ses dettes s'accumulaient, et demain, il prévoyait de se rendre en ville pour vendre son cheval et utiliser l'argent pour un billet de train vers l'Est. Retour à la ferme de son frère dans le Missouri, où l'échec avait un goût moins amer que sous le ciel infini de l'Ouest. Puis il la vit. La jeune fille ne pouvait avoir plus de 16 ans, affalée contre un rocher avec un bandage de fortune imbibé de sang autour de sa jambe. Ses cheveux noirs étaient emmêlés de poussière et de sueur, et sa robe traditionnelle apache était déchirée, suggérant une chute de cheval. Quand elle entendit son approche, sa tête se redressa avec la vivacité de quelqu'un habitué au danger. « Aidez-moi » dit-elle dans un anglais hésitant, sa voix à peine plus qu'un murmure. « S'il vous plaît. » Boone descendit de cheval et s'approcha prudemment. Sur ce territoire, la confiance était un luxe que peu de gens pouvaient s'offrir, surtout entre les colons et les Apaches. Mais la blessure de la jeune fille était réelle et profonde. Sans soins médicaux appropriés, l'infection s'installerait en quelques heures. Le médecin le plus proche est à Pine Ridge, dit Boone en s'agenouillant à côté d'elle. C'est une journée entière de cheval. Les yeux de la jeune fille s'emplirent de larmes de désespoir. Je n'ai pas de cheval. Ma famille, ils me croient morte. Elle plongea la main dans une petite pochette à sa taille et en sortit un billet d'$1 froissé, le papier ramolli par d'innombrables mains. J'achète cheval. Tout ce que j'ai. Boone fixa le dollar. Son cheval valait au moins 60, peut-être $70 au bon acheteur. Cette fille lui offrait tout ce qu'elle possédait, ce qui n'était pratiquement rien. N'importe quel homme rationnel aurait proposé de l'emmener lui-même en ville, de l'aider à trouver un autre moyen. Mais quelque chose dans ses yeux lui rappela son propre désespoir. Le même regard qu'il voyait dans son miroir chaque matin en comptant les jours avant que la banque ne saisisse sa terre. Marché conclu, s'entendit-il dire. L'expression de la jeune fille passa de l'incrédulité à une gratitude immense. Alors que Boone l'aidait à monter sur son cheval, elle pressa le dollar dans sa paume et murmura quelque chose en apache. Bien qu'il ne comprît pas les mots, le ton ressemblait à une bénédiction ou peut-être à une promesse. Maintenant, seul sur le sentier vide alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon, Boone se demanda s'il venait de prendre la décision la plus stupide de sa vie. Il avait 20 miles à faire à pied pour rentrer chez lui et aucune idée de comment il se rendrait en ville demain sans son cheval. Mais pour la première fois depuis des mois, il ne se sentait pas comme un échec. Il se sentait comme un homme qui avait fait le bon choix.
Même s'il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Il ne savait tout simplement pas qu'au lever du soleil, son monde entier serait bouleversé. Une visite inattendue. Le retour à pied prit à Boone près de 5 heures. Et au moment où il atteignit sa petite maison de ranch, ses bottes lui avaient causé des ampoules qui faisaient de chaque pas un rappel de son choix. La lune jetait une lumière pâle sur sa propriété, illuminant l'étang asséché et les restes squelettiques de ce qui avait été autrefois une exploitation bovine florissante. 12 têtes restaient sur les 50 avec lesquelles il avait commencé 2 ans plus tôt. Boone s'effondra sur les marches de son Porsche, épuisé et remettant en question sa santé mentale. Demain, il devrait parcourir ces mêmes 20 miles jusqu'à la ville, emportant tout ce qu'il pourrait pour prendre le train de l'après-midi. Sans son cheval, il n'y avait pas d'autre option. L'échéance de la banque était dans 3 jours et il avait exactement 4,37 $. Enfin, 5,37 $ maintenant, grâce à sa transaction charitable. Il s'apprêtait à rentrer quand il entendit des bruits de sabots approcher du sentier principal. Plusieurs chevaux se déplaçant à un rythme régulier. Dans cette région isolée, des visiteurs après la tombée de la nuit signifiaient généralement des ennuis. Boone attrapa le fusil posé à côté de sa porte, espérant ne pas en avoir besoin. 6 cavaliers apaches émergèrent de l'obscurité, leurs chevaux formant un demi-cercle autour de sa propriété. L'homme au centre était grand et digne, son visage buriné marqué par des années de sagesse et de difficulté. Des plumes d'aigle ornaient ses longs cheveux gris, et des ornements en argent brillaient sur sa poitrine. C'était clairement un homme d'importance. Boone se leva lentement, gardant son fusil abaissé mais prêt. « Bonsoir », lança-t-il, sa voix stable malgré son cœur battant. Le chef leva la main en signe de paix. « Vous êtes l'homme qui a aidé ma fille aujourd'hui », dit-il dans un anglais soigné mais clair. Sa fille. La jeune fille blessée était la fille de ce qui semblait être un chef de tribu. Boone sentit sa bouche s'assécher. Elle avait besoin d'aide. Je lui ai donné mon cheval pour qu'elle atteigne le médecin. Ayana m'a raconté ce que vous avez fait, l'expression du chef était indéchiffrable. Elle a dit que vous n'aviez pris qu'$1 pour un cheval qui en valait bien plus. Elle en avait plus besoin que moi, répondit simplement Boone. Le chef l'étudia un long moment, puis descendit de cheval. Les autres cavaliers restèrent montés mais relâchèrent légèrement leur posture. Mon nom est chef Takakota. Ayana est ma plus jeune fille, et elle m'est plus précieuse que tout. Le médecin de Pine Ridge dit qu'elle guérira complètement parce que vous avez agi rapidement. Boone hocha la tête, ne sachant pas où cette conversation le menait. Vous lui avez donné votre unique cheval, continua le chef Takakota. Cela signifie que vous ne pouvez pas voyager demain. Vous ne pouvez pas quitter cet endroit qui se meurt. L'observation le piqua car elle était vraie. Boone s'était piégé lui-même par sa propre générosité. C'est mon problème à résoudre. Les yeux du chef Takakota se plissèrent alors qu'il examinait le ranch frappé par la sécheresse. Un homme qui sacrifierait son avenir pour la fille d'un étranger mérite mieux que l'échec. Il fit un geste à ses cavaliers. Mon peuple en sait long sur la survie en terres hostiles. Nous connaissons des sources d'eau qui coulent en profondeur, des herbes qui poussent dans des sols difficiles. Boone sentit une lueur de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. L'espoir. Mais il avait appris à ne pas faire confiance à l'espoir trop facilement. « Que voulez-vous dire » demanda-t-il prudemment. Le chef sourit pour la première fois. « Je veux dire que demain, tout change. Une offre de partenariat. » Le chef Takakota fit signe à Boone de le rejoindre à l'écart des autres cavaliers. Ils marchèrent vers le lit du ruisseau asséché qui avait autrefois approvisionné en eau le bétail de Boone. Le chef s'agenouilla et ramassa une poignée de terre craquelée, la laissant glisser entre ses doigts. « Cette terre n'a pas toujours été mourante, dit-il doucement. Il y a 30 ans, mon grand-père m'a amené ici. L'eau coulait claire et profonde, alimentée par des sources souterraines que votre peuple a oubliées. » Le cœur de Boone s'accéléra. Des sources souterraines? Les colons blancs ont creusé des puits au mauvais endroit, continua le chef Takakota. Ils ont vu l'eau de surface et ont pensé que cela disait tout. Mais l'eau a une mémoire. Elle suit des chemins creusés par le temps, pas par la commodité. Le chef se leva et désigna un groupe de vieux peupliers à environ un quart de mile au nord de la maison de Boone. Votre eau est là, à 15 pieds sous terre. Mon grand-père m'a montré les signes quand j'étais un garçon apprenant à pister. Pourquoi me dites-vous cela? Demanda Boone, craignant de croire ce qu'il entendait. Parce qu'un homme qui donnerait son unique cheval pour sauver ma fille mérite de connaître la vérité sur sa terre.
L'expression du chef Takakota devint sérieuse. Mais la connaissance seule vous sauvera pas. Vous avez besoin de plus que de l'eau pour faire prospérer à nouveau ce ranch. Le chef retourna vers son cheval et revint avec une sacoche en cuir. Il en sortit un petit paquet de tissus et déballa soigneusement ce qui semblait être des graines. Herbe de bison, expliqua-t-il. Elle pousse là où les autres herbes échouent. Le bétail devient fort en la mangeant, même pendant la sécheresse. Mon peuple cultive cette variété depuis des générations. Boone fixa les graines comme si c'étaient des pépites d'or. De l'herbe de bison qui pouvait survivre à la sécheresse pouvait faire la différence entre le succès et la ruine. Il y a plus, dit le chef Takakota. Le sentier qui passe devant votre propriété rejoint la principale route commerciale vers le Mexique. De nombreux convois de chariots passent par là, mais ils n'ont aucun endroit pour faire reposer leurs animaux en toute sécurité. Un homme avec de la bonne eau et de l'herbe solide pourrait faire payer des droits de pâturage. La possibilité frappa Boone comme un éclair. Un relais pour les voyageurs pourrait fournir un revenu stable au-delà de l'élevage, mais cela nécessiterait un investissement qu'il n'avait pas. Comme s'il lisait dans ses pensées, le chef Takakota sourit. Ma tribu a besoin d'un partenaire de confiance dans cette région, quelqu'un qui traite équitablement les voyageurs blancs et les commerçants apaches. Nous avons des bijoux en argent, des poteries et des produits tissés qui se vendent à prix d'or dans les colonies. Nous avons besoin de quelqu'un pour gérer les transactions avec les convois. Vous m'offrez un partenariat, dit Boone, croyant à peine à la tournure que prenait sa vie. Je vous offre une chance de rembourser la gentillesse que vous avez montrée à ma fille, mais pas par charité. La voix du chef avait le poids d'une proposition commerciale. Vous fournissez l'emplacement et gérez les négociations. Nous fournissons les marchandises et les connaissances pour rendre votre terre rentable à nouveau. Nous partageons les bénéfices à parts égales. Boone sentit son monde tourner. 12 heures plus tôt, il prévoyait de tout abandonner et de fuir vers l'est. Maintenant, on lui offrait non seulement une bouée de sauvetage, mais une transformation complète de ses perspectives. Pourquoi, demanda-t-il. Pourquoi me faire confiance avec ça? Le chef Takakota posa une main burinée sur l'épaule de Boone. Parce que tout homme prêt à renoncer à son avenir pour la vie d'une étrangère peut se voir confier notre avenir également. Les autres cavaliers commencèrent à s'agiter et Boone réalisa que cette conversation tirait à sa fin. Mais quelque chose le tracassait. Cela semblait trop beau pour être vrai. Quel est le piège? Demanda-t-il. Le sourire du chef s'estompa légèrement. Demain, vous devrez prouver que vous êtes digne de cette confiance, et cette preuve ne sera pas facile à donner. L'épreuve. L'aube arriva trop vite pour Boone, qui avait passé la nuit à arpenter sa petite maison, essayant de digérer tout ce que le chef Takakota lui avait dit. Des sources souterraines, des graines d'herbe de bison et un partenariat commercial qui pourrait sauver son ranch. Tout cela semblait un rêve qui pourrait s'évanouir avec la lumière du matin. Mais quand il sortit sur son porche, il trouva la preuve concrète que la nuit précédente avait été réelle. Quelqu'un avait laissé un seau en bois rempli d'eau claire et froide à côté de sa porte. À côté se trouvait une petite bêche et un morceau d'écorce avec des marques dessinées au charbon de bois, une carte rudimentaire montrant l'emplacement de la source souterraine. Boone étudiait la carte quand il entendit des bruits de sabots approcher. Cette fois, seuls 2 cavaliers apparurent, le chef Takakota et un jeune apache qui se tenait avec l'assurance d'un guerrier. En se rapprochant, Boone remarqua que l'expression du jeune homme était loin d'être amicale. « Voici mon fils, Nalnish, dit le chef Takakota en descendant de cheval. Il sera le témoin de votre épreuve aujourd'hui. » Nalnish resta silencieux, mais ses yeux sombres ne quittèrent pas le visage de Boone. De toute évidence, tout le monde dans la tribu n'était pas ravi de la décision de leur père de faire confiance à un rancher blanc. « Quel genre d'épreuve? Demanda Boone, se sentant soudain nerveux. Le chef Takakota désigna l'horizon et où un petit nuage de poussière indiquait l'approche de voyageurs. Un convoi de chariots arrivera ici dans moins d'1 heure. Ils manquent d'eau et ont besoin de pâturage pour leurs animaux. C'est votre première occasion de prouver que vous pouvez gérer les négociations équitablement. Boone plissa les yeux vers le nuage de poussière. Ça semble assez simple. Peut-être, dit le chef. Mais ces voyageurs-là ont été escroqués par d'autres relais. Ils sont méfiants et en colère. Certains pourraient être hostiles à la présence d'Apaches sur la propriété. Nalnish parla pour la première fois. Son anglais était accentué mais clair. Mon père croit que vous traiterez tout le monde avec respect. Moi, je crois que les hommes blancs ne se soucient que des profits des blancs. Le défi dans sa voix était indubitable.
Boone réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement de prouver qu'il pouvait gérer un relais. Il s'agissait de prouver qu'il pouvait combler le fossé entre deux mondes qui avaient peu de raisons de se faire confiance. Il y a plus, continua le chef Takakota. Le guide du convoi est Clayton Wells. Il a la réputation de semer le trouble avec les tribus Apaches. S'il nous reconnaît ou se rend compte que vous travaillez avec nous, il pourrait essayer de monter les autres voyageurs contre vous. Boone sentit son estomac se nouer. Clayton Wells était connu dans tout le territoire comme un chasseur d'Indiens qui avait participé à plusieurs raids brutaux contre des campements Apaches. Sa présence compliquait tout. Donc, je dois leur fournir de l'eau et du pâturage tout en cachant le fait que je travaille avec votre tribu, résuma Boone. Non, dit fermement le chef Takakota. Vous devez être honnête à propos de notre partenariat. C'est ça, l'épreuve. Pouvez-vous rester fidèle à vos principes quand cela pourrait vous coûter tout? Le nuage de poussière grandissait. Boone pouvait maintenant distinguer les chariots individuels et estimer qu'il y avait au moins 15 familles dans le convoi. Assez de monde pour fournir un revenu significatif s'ils acceptaient de payer pour les services. Ou assez de monde pour répandre la rumeur que son ranch était à éviter si les choses tournaient mal. Nalnish croisa les bras. Mon père dit que vous avez sacrifié votre cheval pour ma sœur. Maintenant, nous verrons si vous sacrifierez vos profits pour vos principes. Boone regarda les deux hommes, puis le convoi qui approchait. Dans quelques minutes, il ferait face à la négociation commerciale la plus importante de sa vie. La réussite pourrait signifier le salut pour son ranch et un partenariat prospère avec la tribu Apache. L'échec pourrait signifier tout perdre à nouveau. Mais il y avait une chose qu'il n'avait pas envisagée jusqu'à présent. Et si Clayton Wells reconnaissait le chef Takakota et Nalnish? Et si cette épreuve se transformait en quelque chose de bien plus dangereux qu'une simple transaction commerciale? La confrontation. Le convoi s'arrêta à environ 50 mètres de la maison de Boone. Il sentit immédiatement la tension parmi les voyageurs. Des familles couvertes de poussière regardaient depuis leurs chariots bâchés, leurs visages montrant la fatigue du voyage et des provisions qui diminuaient. Le plus inquiétant était l'homme qui chevauchait en tête du convoi. Clayton Wells était assis sur son cheval comme un commandant militaire inspectant un territoire ennemi. Wells était un homme mince, buriné, aux yeux gris et froids, et sa réputation de violence le précédait partout où il allait. Alors que son regard balayait la propriété de Boone et se posait sur le chef Takakota et Nalnish, sa main se déplaça instinctivement vers le revolver à sa hanche. Bon après-midi, lança Boone en s'avançant, les mains visibles et vides. Je suis Boone Carter. C'est mon ranch. Wells descendit de cheval mais garda ses distances. Clayton Wells, guide de convoi. Ces gens ont besoin d'eau et de pâturage pour leur bétail. Mais d'abord, je dois savoir pourquoi vous recevez des sauvages sur votre propriété. L'insulte frappa l'air comme une gifle, et Boone sentit sa mâchoire se crisper. Derrière Wells, plusieurs familles descendirent de leurs véhicules, clairement épuisées et désespérées pour les services que Boone pouvait offrir. Mais leurs yeux allaient nerveusement de lui aux deux hommes Apaches. Le chef Takakota et son fils, Nalnish, sont mes partenaires commerciaux, dit Boone clairement, sa voix portant jusqu'à tous les voyageurs. Nous gérons ce relais ensemble. L'expression de Wells s'assombrit. Partenaire avec des Apaches. Il se tourna pour s'adresser aux familles derrière lui. Mes amis, je vous déconseille de faire affaire ici. Cet homme est passé du côté des Indiens et ça le rend peu fiable. Une femme tenant un petit enfant s'avança malgré l'avertissement de Wells. Monsieur, ça fait 3 jours que nous voyageons sans eau potable. Nos animaux souffrent. Boone regarda son visage fatigué, puis les autres familles qui avaient clairement besoin de ce qu'il pouvait offrir. C'était le moment dont le chef Takakota l'avait averti, quand principe et profit s'affronteraient. L'eau coûte 50 cents par famille, plus 25 cents par animal pour le pâturage, annonça Boone. Les gens du chef Takakota fourniront de la viande fraîche et des légumes à ceux qui sont intéressés. Des prix justes pour des produits de qualité. Je ne mangerai pas de la nourriture Apache même si je mourais de faim, gronda Wells. Mais plusieurs familles hochaient déjà la tête, leur désespoir l'emportant sur leurs préjugés. Le chef Takakota parla pour la première fois. Nous n'offrons que ce qui est bon. Notre maïs, nos courges et notre venaison séchée ont nourri de nombreux voyageurs en toute sécurité. Wells s'approcha de Boone, baissant la voix en un murmure menaçant. Vous faites une erreur, Carter. La nouvelle se répandra que cet endroit sert les intérêts des Indiens. Aucun convoi respectable ne s'arrêtera plus ici.
Boone soutint son regard sans ciller. Alors je suppose que je servirai les convois non respectables. La confrontation aurait pu dégénérer, mais la femme avec l'enfant s'approcha du puits que le chef Takakota avait aidé Boone à localiser ce matin-là. Utilisant le seau et la corde qu'ils avaient préparés, elle puisa de l'eau claire et froide et la goûta prudemment. « Elle est bonne » cria-t-elle aux autres. « Meilleure que tout ce que nous avons eu depuis le Kansas. » En quelques minutes, malgré les protestations continues de Wells, la plupart des familles payaient pour l'eau et les droits de pâturage. Plusieurs approchèrent Nalnish pour examiner les provisions que sa famille avait apportées pour le commerce. Wells vit son autorité s'éroder à chaque transaction. Finalement, il remonta sur son cheval et retourna vers le campement temporaire du convoi. « Ce n'est pas fini, Carter » cria-t-il. « Vous regretterez d'avoir choisi votre camp. » Alors que le guide disparaissait parmi les chariots, le chef Takakota vint se tenir à côté de Boone. « Vous avez réussi la première épreuve, dit-il doucement. Mais Wells a raison sur une chose. C'est loin d'être fini. La menace de la violence. Le soir venu, Boone avait gagné plus d'argent en une seule journée qu'il n'en avait vu au cours des 3 derniers mois. 14 familles avaient payé pour l'eau et le pâturage, et 8 avaient acheté des provisions à Nalnish. Les transactions s'étaient déroulées sans heurts une fois que les voyageurs avaient goûté à la qualité de l'eau et des produits Apache. Mais Clayton Wells n'avait pas abandonné sa campagne d'intimidation. Tout au long de l'après-midi, il était passé de chariot en chariot, parlant à voix basse aux familles et lançant des regards sombres vers la maison de Boone. Au coucher du soleil, l'atmosphère dans le camp était devenue nettement plus tendue. « Il les empoisonne contre nous », observa Nalnish alors que lui et Boone regardaient le convoi depuis le porche. Le chef Takakota était retourné au camp tribal pour organiser plus de provisions pour le commerce futur, laissant son fils évaluer le déroulement de leur première journée d'affaires. « On ne peut pas raisonner certaines personnes », répondit Boone. Mais la plupart de ces familles ont eu ce dont elles avaient besoin aujourd'hui. Ça parle plus fort que les préjugés de Wells. Comme s'il était invoqué par leur conversation, Wells émergea du camp et s'approcha de la maison. Cette fois, il n'était pas seul. 3 autres hommes marchaient à ses côtés, des individus à l'allure dure qui semblaient plus intéressés par la confrontation que par la conversation. Carter, appela Wells quand il fut à portée de voix. Ces messieurs ont quelques préoccupations concernant vos pratiques commerciales. Le plus grand des 3 hommes s'avança. Sa barbe était négligée et ses vêtements portaient les taches de quelqu'un qui passait plus de temps dans les saloons que dans un travail légitime. Je m'appelle Burke. Je parle au nom de plusieurs familles de ce convoi et nous n'apprécions pas d'être forcés de faire des affaires avec des peaux-rouges. Personne ne vous a forcé à quoi que ce soit, répondit Boone calmement. Vous aviez besoin d'eau et de provisions. Nous les avons fournis à des prix justes. Des prix justes souillés par des mains de sauvages, ricana Burke. Nous exigeons un remboursement et nous voulons ces Indiens hors de votre propriété. Nalnish se tendit à côté de Boone, sa main se déplaçant vers le couteau à sa ceinture, mais Boone posa une main sur son bras pour le retenir. L'affaire est conclue, dit fermement Boone. Vous avez eu ce pourquoi vous avez payé. Si vous n'aimez pas la façon dont je gère mon ranch, vous êtes libre de trouver de l'eau et du pâturage ailleurs. Wells sourit froidement. Vous voyez, c'est ça le problème. Il n'y a nulle part ailleurs à 50 miles à la ronde. Vous avez piégé ces gens et vous utilisez cela pour leur imposer votre programme pro-indien. Le seul programme ici, c'est la survie, rétorqua Boone. La mienne et la leur. Burke fit craquer ses doigts de manière menaçante. Peut-être que vous avez besoin d'un peu de persuasion pour entendre raison. La menace flottait dans l'air comme la fumée d'un canon de fusil. Boone réalisa que cette confrontation pourrait facilement devenir violente. Et si cela se produisait, tout ce que le chef Takakota lui avait offert pourrait disparaître dans un nuage de sang et de récriminations. Mais avant que quiconque ne puisse faire un mouvement, une nouvelle voix coupa l'attention. Monsieur Carter. La femme qui avait la première goûté l'eau apparut au bord du groupe, son enfant toujours dans les bras. Je voulais vous remercier pour votre hospitalité aujourd'hui. Ma famille n'a pas mangé aussi bien depuis des semaines. Derrière elle, d'autres familles commencèrent à sortir du camp. Pas toutes, mais assez pour montrer que Wells et Burke ne parlaient pas pour tout le monde. La confiance de Wells vacilla en réalisant que son soutien n'était pas aussi solide qu'il l'avait cru. Mais à cet instant d'incertitude, Boone vit quelque chose dans les yeux de Burke qui lui glaça le sang. Cet homme n'était pas seulement plein de préjugés. Il cherchait une excuse pour déclencher une bagarre qui pourrait se terminer par la mort de quelqu'un.
Et Boone était à court de moyens pour l'empêcher de trouver cette excuse. Une voix de la raison. L'impasse se prolongea pendant plusieurs secondes tendues. Avec les poings de Burke serrés et la main de Nalnish planant près de son couteau, Boone sentait la situation en équilibre sur le fil du rasoir, prête à basculer dans la violence à la moindre provocation. Puis le salut vint d'une source inattendue. Monsieur Wells, Monsieur Burke. La voix appartenait à Samuel Henderson, un homme plus âgé que Boone avait remarqué à la tête de l'un des plus grands groupes familiaux. Henderson s'avança avec l'assurance de quelqu'un habitué à l'autorité. J'ai écouté vos plaintes et je dois dire qu'elles ne tiennent pas la route. Burke se tourna vers Henderson avec une grimace. Ne vous mêlez pas de ça, le vieux. Ça ne vous concerne pas. Ça nous concerne tous, répondit fermement Henderson. Je guide des convois depuis 15 ans, et je reconnais un service de qualité quand j'en vois un. Monsieur Carter a fourni exactement ce qu'il a promis au prix qu'il a annoncé. Le fait que son partenaire commercial soit Apache ne change rien à la qualité de l'eau ou de la viande. Wells tenta d'interrompre, mais Henderson leva la main. Je n'ai pas fini. Burke, vous prétendez parler au nom de plusieurs familles, mais j'ai parlé à ces mêmes familles. La plupart d'entre elles sont reconnaissantes pour les provisions et le traitement équitable qu'elles ont reçus aujourd'hui. Comme pour prouver ces dires, d'autres familles commencèrent à émerger du camp. Un jeune père portant un seau d'eau hocha la tête respectueusement en direction de Boone. Une femme âgée sourit à Nalnish et montra le maïs qu'elle lui avait acheté, faisant des gestes qui indiquaient sa satisfaction quant à la qualité. Vous voyez, continua Henderson. La majorité de ce convoi soutient les pratiques commerciales de Monsieur Carter. Si vous avez un problème avec ça, vous êtes libre de trouver votre propre source d'eau. Le visage de Burke rougit de colère, mais il pouvait voir que l'opinion publique s'était retournée contre lui. Wells, reconnaissant que son influence lui échappait, tenta une dernière manœuvre. Ce n'est pas fini, dit-il en pointant un doigt vers Boone. La nouvelle se répandra à propos de cet endroit. D'autres guides mettront en garde leur convoi. Qu'ils le fassent, dit calmement Henderson. Je m'assurerai que la nouvelle se répande sur la qualité du service que nous avons reçu ici. De la bonne eau, des prix justes et des transactions honnêtes. C'est ce qui compte pour les gens qui essaient vraiment d'atteindre leur destination au lieu de semer le trouble. Vaincus, Wells et Burke se retirèrent vers le campement, emmenant leurs deux compagnons avec eux. En s'éloignant, Burke murmura des menaces, mais le combat l'avait quitté. Henderson s'approcha de Boone et lui tendit la main. Samuel Henderson, anciennement du gouvernement territorial du Kansas. Je tiens à vous remercier d'avoir défendu vos principes aujourd'hui. J'ai juste fait ce qui me semblait juste, répondit Boone en serrant la main offerte. Plus que ça, dit Henderson. Vous avez montré que la coopération entre différents peuples est possible. C'est une chose rare sur ce territoire. Alors que la nuit tombait, le convoi s'installa dans un campement paisible. Des familles partageaient des repas qui incluaient du maïs et de la viande séchée Apache, et plusieurs voyageurs approchèrent Nalnish pour poser des questions sur la région et les routes commerciales. Observant la scène depuis son porche, Boone réalisa que quelque chose de profond avait changé. 24 heures plus tôt, il était un rancher en faillite, prévoyant d'abandonner ses rêves. Maintenant, il était un homme d'affaires prospère avec un partenariat florissant et un avenir plein de possibilités. Votre père avait raison, dit-il à Nalnish. Tout a changé. Ce n'est que le début, répondit Nalnish. Demain, nous commencerons à construire quelque chose qui durera. La récolte. 6 mois plus tard, Boone Carter se tenait là où se trouvait autrefois son étang asséché, regardant l'eau claire couler de la source que le chef Takakota lui avait révélée cette première nuit. La transformation lui semblait impossible, même à lui. Là où la mort et l'échec avaient autrefois régné sur sa terre, la vie s'épanouissait maintenant de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. L'herbe de bison avait pris racine au-delà de ses attentes les plus folles, créant des pâturages si riches que son bétail était passé de 12 à plus de 60 têtes. Le relais fonctionnait à pleine capacité la plupart des jours, les convois de chariots programmant leurs arrêts des semaines à l'avance sur la base de recommandations qui se propageaient sur toutes les grandes pistes du territoire. Mais la véritable mesure du changement ne se trouvait pas dans les chiffres ou les profits. Elle résidait dans les relations qui avaient grandi à partir d'un simple acte de compassion. Boone entendit des bruits de sabots familiers et se retourna pour voir le chef Takakota approcher, menant un cheval qui fit bondir son cœur. La même jument brune qu'il avait échangée contre $1 6 mois plus tôt marchait à côté de la monture du chef, son pelage brillant de santé et son esprit clairement vif. « Je crois que ceci vous appartient, dit le chef Takakota,
descendant de cheval avec la grâce mesurée que Boone avait appris à respecter. « Comment va-t-elle » demanda Boone, passant la main sur l'encolure de la jument. Ayana s'est occupée d'elle tous les jours depuis sa guérison. Elle voulait rendre ce qui avait été donné avec gentillesse. Le chef sourit. Ma fille dit que le cheval l'a menée en sécurité. Mais votre sacrifice a mené notre famille à la compréhension. Comme si elles étaient invoquées par leurs paroles, Ayana apparut au sommet de la crête, chevauchant avec confiance aux côtés de Nalnish et de plusieurs autres membres de la tribu. La jeune femme qui avait été au seuil de la mort 6 mois plus tôt rayonnait maintenant de santé et de force. Quand elle descendit de cheval, ses mouvements ne montraient aucune trace de la blessure qui les avait tous réunis. « Monsieur Carter », dit-elle dans un anglais qui s'était considérablement amélioré. « Je voulais vous remercier convenablement depuis de nombreux mois. » De sa sacoche de sel, elle sortit le billet d'$1 froissé qu'il avait accepté ce jour-là. « Ceci vous appartient. » L'échange n'a jamais été équitable. Boone regarda le papier usé, puis le ranch prospère autour d'eux. « Gardez-le, dit-il fermement. Ce dollar m'a acheté plus que je n'aurais jamais pu en rêver. Le chef Takakota hocha la tête avec approbation. Vous voyez, certains investissements rapportent des dividendes qui ne peuvent se mesurer en or. Alors que l'après-midi laissait place au soir, d'autres membres de la tribu arrivèrent avec des marchandises pour le convoi du lendemain. Les familles des deux communautés travaillaient ensemble, se préparant pour une autre journée de commerce réussie. Les enfants jouaient près du ruisseau qui coulait désormais toute l'année, et les anciens Apaches partageaient des histoires avec des voyageurs curieux qui avaient décidé de prolonger leur séjour. En regardant tout cela, Boone repensa au moment qui avait tout changé. Un ranch en faillite, une jeune fille blessée, et un choix qui avait défié toutes les règles de survie de la frontière. Il avait abandonné son cheval, son dernier espoir de fuite, pour la vie d'une étrangère. En retour, il avait gagné une famille, un but, et un avenir qui s'étendait bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu planifier. Le rancher en faillite avait disparu pour toujours, remplacé par un homme qui comprenait que la vraie richesse venait de la construction de ponts entre des mondes qui avaient besoin les uns des autres plus qu'ils ne le savaient. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir un autre récit inoubliable où le destin et le courage se rencontrent de manière que vous n'auriez jamais imaginée. N'oubliez pas de vous abonner et pensez à utiliser le super chat pour nous aider à continuer de vous proposer des histoires comme celle-ci. Votre soutien est essentiel pour nous.